Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce journal sur ML TV. Voici le sommaire. La semaine mondiale de l'allaitement maternel se célèbre du 1er au 7 août 2025. Cette semaine se célèbre dans un contexte où les mères allient très souvent responsabilités familiales et contraintes professionnelles. Après l'interview du président Patrice Talon au thème du défilé du 1er août, des réactions se font enregistrer. Pour le député Benoît Degla, il vaut mieux comprendre la portée des propos de Patrice Talon. Vous en saurez plus dans un instant. Pour finir, 4 agents du Conseil économique et social ont été reçus dans les ordres nationaux pour leur engagement professionnel et exemplaire. Reportage dans un instant. C'est tout pour le sommaire. À l'occasion de la semaine de l'allaitement maternel qui se célèbre du 1er au 7 août 2025, il est essentiel de rappeler l'importance de l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie d'un enfant. Cette semaine se célèbre dans un contexte où la mère allie très souvent responsabilité familiale et contraintes professionnelles. Kamash Eke pour des précisions. Cette année, le thème « Allaitement maternel et travail, faisons en sorte que cela fonctionne » résonne particulièrement. Il met en lumière le besoin pressant de soutenir les mères et de comprendre l'impact et l'intérêt de leur lait pour l'enfant. L'allaitement maternel, ça permet à l'enfant de croître, une croissance harmonieuse. Ça renforce le fait que l'enfant est en contact avec sa maman. Et tête, ça renforce les liens affectifs entre le nourrisson ou le nouveau-né et sa mère. Ça permet aussi, du fait des substances que le lait maternel renferme, d'assurer une croissance, une bonne maturation du cerveau de l'enfant. Le lait maternel est stérile, vous voyez, non? Parce que ça c'est produit directement et ça rentre dans la bouche du nourrisson ou du nouveau-né. Donc, il n'y a pas de manipulation préalable qui soit faite sur cet aliment que le nourrisson ou le nouveau-né ou le nourrisson consomme. Cette semaine, il s'agit de trouver un équilibre entre la vie professionnelle des mères et leur devoir d'allaiter. Quand la maman se lève le matin, il faudrait qu'elle prenne déjà sa douche, qu'elle prenne la bouillie et qu'elle allaite bien l'enfant avant de quitter la maison. Maintenant, avant de partir, si son état lui permet, si elle peut extraire le lait et conserver, c'est bon. Mais nous n'allons pas dire que toutes les femmes pourraient le faire ou qu'elles auront tout le temps une bonne montée laiteuse pour avoir une quantité suffisante de lait pour conserver pour la journée pour leur enfant. L'allaitement est certes naturel, mais pas facile pour toutes les femmes. Quand l'enfant naît, en même temps, il faudrait que la maman puisse mettre le sein dans la bouche de l'enfant. Et dès que l'enfant commence par sucer le mamelon, c'est ça qui déclenche la montée laiteuse. On commence par conseiller ces femmes-là. Commencez par prendre la bouillie chaude. Commencez par manger. Buvez de l'eau tiède. Vous voyez ces petites astuces qui aident à avoir rapidement une bonne montée laiteuse pour aider à alimenter ces enfants-là. Maintenant, il y a des fois où certaines mamans ont des difficultés où malgré toutes ces mesures ou ces conseils, le lait ne sort pas. Là, il faut qu'on cherche les moyens pour les aider. Vous voyez, soit les mamans ont des crevasses, c'est-à-dire le bout du mamelon, ça rentre dedans. C'est pas dehors, ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à tirer. Des fois, nous avons les méthodes mécaniques que nous utilisons pour les aider à faire
ressortir le mamelon. Et quand ça sort, l'enfant commence pas à téter facilement. Il est essentiel de renforcer l'éducation prénatale, de former le personnel de santé à un accompagnement bienveillant et de créer des groupes de soutien entre mères. Car une mère bien accompagnée est une mère plus confiante et un nourrisson allaité, c'est une génération en meilleure santé. Depuis l'interview du président Patrice Talon accordée à nos confrères de la télévision nationale au thème du défilé du 1er août, des réactions se font enregistrer. D'aucuns trouvent en la demande du pardon du chef de l'État une contradiction pour avoir dit à une certaine époque que le pardon peut être une faute. Pour le député Benoît Degla, il vaut mieux comprendre la portée des propos de Patrice Talon. Suivez. L'avion qui veut décoller et le tarmac est jonché de trous. Je pense que ce qu'il a fait d'abord, c'est de boucher chacun de ces trous-là. Et le Bénin, qui est le tarmac sur lequel l'avion doit passer, est jonché de beaucoup de trous. La sécurité, la santé, l'école, tout ça, c'est des priorités face auxquelles le gouvernement devrait faire face lorsqu'il a pris le pouvoir. Dans chacun de ces domaines, vous comprenez que nous avons évolué. On aurait voulu voir mieux que ça. On aurait voulu le voir, lui et son gouvernement, on aurait voulu le voir faire beaucoup mieux que ça. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan des infrastructures, vous avez remarqué, le Bénin a changé de physionomie. Et les réformes qui ont été faites permettent aux Béninois d'être fiers lorsqu'il est à l'étranger. Il a promis de révéler le Bénin. Il l'a révélé. Mais il reste beaucoup encore à faire. Et c'est dans l'espoir que celui qui viendra après lui devra faire beaucoup mieux, qu'il a reconnu, qu'il a dit en tant qu'humain, qu'il peut avoir des erreurs, il peut n'est pas satisfait à toutes les attentes et qu'à cette occasion, il voudrait présenter ses excuses et demander pardon au peuple. Puisque c'est une mission qui lui a été confiée en 2016 et qui a été renouvelée après, 5 ans après. Il a fallu qu'il y a des circonstances dans lesquelles le pardon, l'accorder, est comme si on commettait une faute. Ça veut dire simplement que ce n'est pas dans tous les cas que le pardon devient une faute. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, si on veut extrapoler, on dira qu'il a dit que le pardon peut être une faute. Par conséquent, il n'a pas à s'attendre à ce que le peuple accepte son pardon. C'est bien ça ce que vous voulez dire. Ce qui n'est pas normal, ce qui est faux. Le pardon peut être une faute. Ne dis pas que je demande pardon suppose automatiquement que le peuple à qui je demande ce pardon-là me refuse ce pardon. Et il a justifié le contexte dans lequel on se trouve et ce pourquoi il a demandé ce pardon. Pour le travail qu'il juge inachevé de lui-même. C'est là pourquoi je parle d'humilité et de responsabilité. La République honore ses serviteurs les plus méritants. 4 agents du Conseil économique et social ont été reçus dans les ordres nationaux pour leur engagement professionnel exemplaire. Une cérémonie sobre mais pleine de sens, parrainée par le président du CES, Conrad Baguidi. Un moment d'émotion et de reconnaissance que nous font revivre Hospice, Evimi Hunton et Toussaint Boussa. Ils sont désormais les visages de l'engagement silencieux, mais efficace au service de la République. Ces 4 agents du Conseil économique et social viennent d'être élevés dans les ordres nationaux en reconnaissance de leur professionnalisme, de leur loyauté et de leur dévouement sans faille. Un geste fort parrainé par Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social et commandeur de l'ordre national du Bénin. Nous célébrons et reconnaissons le parcours exceptionnel des femmes et des hommes dont l'engagement envers le service public
sont des sources d'inspiration pour nous. Des agents exceptionnels qui ont fait preuve d'intégrité, de rigueur, de dévouement, de professionnalisme, de compétences techniques et de bonne gouvernance. J'ai pu, à l'occasion des quelques mois passés avec vous, me rendre compte qu'il ne fallait pas démentir tout ceci. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer au-delà des individus le travail bien fait, l'engagement sans faille, le sens du devoir. Que cette distinction soit pour vous une source de motivation renouvelée et qu'elle vous rappelle l'importance de votre rôle dans la construction de notre avenir collectif. Au-delà des médailles, c'est toute une institution qui célèbre ses valeurs fondamentales, l'excellence, l'intégrité et le service public. Une reconnaissance de la nation, symbole de gratitude et d'estime pour des parcours professionnels exemplaires. N'est-ce pas ici le lieu d'exprimer, au nom des 4 récipiendaires que nous sommes, notre gratitude sincère aux membres du Conseil économique et social, ceux de la 6e mandature comme ceux de la mandature actuelle, qui, ayant suivi avec attention et bienveillance nos parcours professionnels et notre engagement quotidien au service de la République, ont jugé opportun de soumettre aux plus hautes autorités des mémoires appuyant notre nomination. Leur confiance et leur reconnaissance nous touchent profondément. Nous adressons donc ainsi nos remerciements les plus respectueux à Madame la vice-présidente de la République, Madame Tchabi Talata Zimé, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, pour avoir voulu nous faire l'honneur de sa reconnaissance. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de solennité, la cérémonie s'est tenue devant un parterre d'invités composé de collègues, de parents et d'amis. Le 6 août est consacré à la journée mondiale d'Hiroshima. Il y a 80 ans, une bombe nucléaire larguée par les États-Unis ont fait d'énormes victimes. Cette date rappelle en effet l'importance de la paix dans le monde. Retour avec Kamash Eke sur cette journée symbolique et ce qu'elle représente encore aujourd'hui. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, la ville d'Hiroshima au Japon est frappée par la première bombe atomique utilisée en temps de guerre. En quelques secondes, des dizaines de milliers de personnes meurent. Au total, plus de 140 000 victimes seront comptées à cause de l'explosion, des brûlures et des radiations. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe est larguée sur Nagasaki. Le Japon capitule le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Depuis, chaque année, le 6 août est devenue une journée de mémoire. Elle rend hommage aux victimes, mais elle est aussi un rappel à la paix et au désarmement nucléaire. À Hiroshima, des cérémonies ont lieu avec des moments de silence, des dépôts de fleurs et des témoignages de survivants qu'on appelle les Hibakusha. La journée mondiale d'Hiroshima nous rappelle que les armes nucléaires ont des conséquences humaines et environnementales dévastatrices. Elle invite les États et les citoyens à rester vigilants et à construire un monde sans guerre. L'on connaît depuis hier les premières conclusions issues de l'audit du fichier électoral. Après 4 semaines de travaux, les experts commis à cette tâche ont animé une conférence de presse afin de livrer les premiers résultats. Sabine nous donne ici des précisions. Après un mois d'audit, les 4 experts internationaux mandatés pour auditer le fichier électoral béninois ont présenté les grandes lignes de leur rapport. Une restitution d'abord faite à huis clos en présence de la Sénat, de l'ANIP, de représentants de partis politiques, de ministères clés et de la Cour constitutionnelle. Puis une conférence de presse a permis d'en dévoiler le contenu au grand public. Premier constat, le cadre juridique encadrant l'élaboration du fichier électoral est jugé solide.
solide. Cependant, il recommande de regrouper tous les textes de loi en un seul document pour en faciliter l'accès et la compréhension. Les experts suggèrent également d'actualiser ce corpus juridique en éliminant les références à des institutions ou formulations devenues obsolètes. Autre recommandation phare, améliorer l'inclusivité du fichier électoral. Actuellement, seuls les citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans à la date du premier scrutin de l'année sont inscrits. Une méthode qui exclut les jeunes devenus majeurs entre deux élections. Les experts proposent donc d'adapter la date de référence à chaque scrutin afin de permettre une mise à jour dynamique de la liste électorale et d'inclure tous les citoyens éligibles. Sur le plan technique, les résultats sont rassurants. Aucun doublon n'a été détecté dans les registres analysés. Cela s'explique par le fait que le Bénin dispose d'un fichier d'état civil numérisé et stable où chaque citoyen possède un identifiant unique. Concernant l'ANIP, les experts insistent sur la nécessité de garantir son indépendance. Bien qu'elle soit placée sous la tutelle de la présidence de la République, ils préconisent une stricte neutralité à l'abri de toute pression politique. Enfin, pour renforcer la transparence, les experts recommandent d'associer davantage les parties prenantes aux étapes sensibles, notamment la constitution du fichier électoral et l'affichage des listes. Pour rappel, cette mission d'audit a été demandée par le parti d'opposition, les démocrates, avec l'aval du président de la République. L'équipe était composée de 4 experts, un démographe, un spécialiste en biométrie, un informaticien et un juriste. Arrivés début juillet, ils ont travaillé sans relâche tout au long du mois. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. À demain pour de nouvelles informations sur ML TV.